Cédric, bonjour. مرحبا بك معنا dans le 12-13 de Mediamat 4. Bonjour, merci pour l'invitation. مرحبا بك. Aziz Bousta est à ma droite. Salut Aziz. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, alhamdoulilah. Nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, donc c'est un peu calé. Alhamdoulilah, ouais. C'est bien, avant de parler de ce pourquoi vous êtes sur ce plateau, c'est béniment. Peut-être un commentaire d'abord sur ce match exceptionnel face à la Hollande et la performance des poulains de Si Mohamed Ouabi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous avez vécu ce match? Oui, moi je pense que l'exemple que nous donne l'équipe nationale est très inspirant. En fait, en termes même de politique publique ou d'attitude collective vis-à-vis des dangers, des défis de notre temps, je pense que la façon dont l'équipe nationale se comporte et la façon dont elle s'installe, elle est peut-être déjà, mais peut-être pas encore complètement installée, mais elle s'installe dans une position d'une des équipes leaders au monde, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui nous inspire. C'est plus que du foot. Hein, c'est plus que du foot. Ouais. On l'a déjà dit lors de la dernière Coupe du Monde, on parlait de NIA, on parlait de l'engagement et tout. Maintenant, on a encore un autre message, c'est que si on se reconnaît comme étant un pays d'avant-garde, un des gagnants de la mondialisation, un des gagnants du monde post-Covid, post-guerre d'Ukraine, mais maintenant post-guerre Iran-USA, eh bien, si on pense qu'on est positionné favorablement par rapport aux mutations qui nous attendent, ce qui est le cas, on est déjà un gagnant de la mondialisation et on peut être un gagnant du monde de demain. Ben, il suffit de s'installer dans cette posture pour que des résultats suivent. Je suis convaincu que l'équipe nationale nous montre le chemin. Bah, on va en parler parce qu'effectivement le Maroc évolue dans un environnement qui lui-même évolue constamment. Les défis changent au fur et à mesure que les grands sujets à l'échelle internationale évoluent. Mais avant cela, vous qui avez connu l'État avec un grand E sous différents angles, j'aimerais savoir, selon vous, de votre point de vue, qu'est-ce qui fait qu'une grande réforme ou qu'une politique publique, sur n'importe quel sujet d'ailleurs, et soit bien réussie, soit bien menée, soit elle échoue, et on a plusieurs exemples qu'on peut donner dans ce sens. Je voudrais d'abord donner un exemple que je pense être un succès et qui a l'avantage d'avoir été installé en une seule mandature. Et en fait, les ministres concernés ont pu à la fois imaginer dans les détails cette politique, la lancer, la mettre en œuvre. C'est la politique d'Open Sky. La réalité, c'est que, en fait, c'est Mohamed Hassad, président de la RAM, et moi-même qui avons déposé une lettre chez le Premier ministre Abdelatif Filali en 97 pour lui demander l'ouverture du ciel. Et c'est vrai qu'à partir de 2000, on a eu un Open Sky administratif, dans le sens où il n'y avait pas de contrat qui autorisait les compagnies à venir comme elles voulaient, mais toutes celles qui voulaient venir avaient une autorisation. Mais ça n'a pas rassuré les low cost, ça. De dire, oui, vous nous dites qu'on peut venir comme on veut, mais vous gardez quand même le droit de nous l'interdire. C'est en fait l'Open Sky de 2006. Donc je dis les deux ministres, Adil Bouiri au tourisme et Karim Rallab au transport, qui ont lancé cette politique, n'est-ce pas? Et en 2006, nous avons signé l'Open Sky. Mais par rapport à ce que les ministres attendaient, c'est-à-dire une adaptation de l'environnement économique des compagnies aériennes marocaines, en l'occurrence la RAM, il n'y avait que la RAM, pour s'adapter au low cost, ça n'a pas été fait. C'est le même phénomène qui est arrivé dans le transport maritime dans notre pays quand on parle de réforme. Et la réforme, par exemple, des ports, c'est un grand succès. La réforme portuaire dans notre pays, je pourrais aussi en parler. La réforme sur le transport maritime, la libération du transport maritime, est un grand échec parce qu'on n'a pas adapté en même temps l'environnement des compagnies maritimes à ce nouvel environnement. En d'autres termes, les compagnies maritimes au Royaume Maroc étaient protégées par administrativement. On enlève ces protections administratives, mais on ne remodèle pas les compagnies maritimes et aériennes marocaines pour s'adapter à cette nouvelle concurrence. N'est-ce pas? Je me rappelle que en fait l'État a imposé donc la TVA sur les avions qui n'existait qu'au Maroc, en même temps qu'il signait l'Open Sky. Donc on s'est retrouvé avec des avions à acheter 20% plus cher, avec une TVA soi-disant remboursée. Et quand je suis parti, il y avait 1,3 milliard de crédits TVA que l'État a fini par rembourser, mais de mon temps à moi, ce qu'on payait en plus pour les avions n'était pas remboursé. Donc comment est-ce qu'on peut affronter des compagnies aussi agressives que les low cost, alors que vous-même, l'État vous plombe? Non seulement il vous déplombe pas ce qui vous plombait avant, n'est-ce pas, mais il vous rajoute du plomb. Malgré ça, en 2010, la RAM fait son contrat programme, elle arrête toutes les lignes provinces étrangers,
et elle se concentre sur le hub de Casablanca. Et cette stratégie de se concentrer sur le hub de Casablanca fait qu'on a échappé au marché des low cost, qui est un chaudron d'enfer, n'est-ce pas, pour se positionner sur quelque chose qui est très porteur, qui est Afrique, reste du monde. Donc pour répondre Attendez, à la question initiale, alors, parce que sinon on va pas en sortir. Oui, mais vous me demandez, il faut regarder dans le détail, on peut pas dire une comme ça. Oui. Donc le dernier point, c'est 2014, quand on slotte l'aéroport de Casa, n'est-ce pas, et qu'on réserve l'aéroport de Casa prioritairement à la rame et aux grandes compagnies, et les low cost, elles n'ont plus le droit de venir quand elles veulent, n'est-ce pas? Ce qui est le cas à Marrakech. À Marrakech, l'encombrement à 18 heures, c'est que les low cost demandent n'importe quelle heure d'arrivée, et généralement, ils aiment bien les heures d'arrivée fin de journée, et tant que les avions sont capables de dire la limite qu'on se donne, c'est la limite technique d'atterrissage. Mais le fait que les touristes attendent 3 heures, ça n'intéresse personne. Or, on devrait slotter Marrakech comme on a slotté Casablanca, pour imposer aux avions de venir dans quelque chose qui permette aux touristes d'avoir une sortie convenable au lieu d'attendre 3 heures. En tout cas, grosso modo, on est passé d'un pays où on avait une seule compagnie quasiment monopolistique avec les autres compagnies aériennes qui lui ressemblaient. Il n'y avait pas que la RAM. La RAM, elle représentait 50% du marché, 57% du marché Maroc-Europe en 2006. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. C'est moins de 10%. Donc on a complètement changé de business model. C'est une réussite, tout en ouvrant la porte au low cost, qui est une grosse réussite pour le tourisme et les Marocains résidant à l'étranger, n'est-ce pas? Et voilà une politique voilà une réforme. Mais le point clé, c'est ce qui a été mené par les deux ministres, Adil Douiri et Karim Brellab. Mais ensuite, il a fallu l'abandon des lignes touristiques de province par la RAM en 2010 avec le contrat programme, et 2014. Le fait que Casablanca, en fait, est un aéroport difficile pour les low cost. Alors justement, vous avez pris un exemple bien précis que vous connaissez très très bien, celui de la RAM et de l'ARM, pour expliquer ce qui fait qu'une politique ou qu'une réforme est réussie ou pas. Mais est-ce qu'on peut extrapoler? Ma question était plus dans ce sens, sans forcément aborder un secteur en particulier. Est-ce qu'il y a des points en commun entre différents secteurs, différentes activités, qui sont des conditions sine qua non à la réussite d'une réforme ou d'une politique? Oui, quand vous m'obligez à prendre des considérations générales, et je respecte votre point de vue, moi je préfère dire qu'on rejoint l'universel par le particulier. Une étude en détail de la réforme du transport aérien dans notre pays donne des enseignements énormes aux autres réformes qu'on doit mettre en œuvre. Et je vous dis, par exemple, si on parle du transport maritime, le transport maritime n'a pas connu les modifications. C'est-à-dire qu'en fait, les compagnies aériennes maritimes marocaines ne peuvent pas être concurrentes parce qu'elles ont des contraintes sociales. Seuls des marins marocains peuvent monter sur un bateau marocain. On est le seul pays au monde qui impose ça. Les autres, ils ont tous des Philippins. Deuxièmement, il y a une fiscalité qui est pas adaptée. Et des conditions sociales qui sont pas adaptées, peut-être aussi des problèmes de financement, puis de taille aussi, il y a aussi la taille qui importe. Mais aujourd'hui, Sa Majesté a appelé dans un récent discours à la recréation d'une flotte maritime marocaine. Oui. Je pense que ça ne peut être fait qu'à travers des bateaux qui seront pas marocains. CMA CGM, plus grande compagnie de transport maritime dans le monde qui est française, elle a 700 bateaux, elle en a 30 qui soient français. Tout le reste sont étrangers. C'est la seule voie dans laquelle nous pouvons arriver à avoir une flotte marocaine. Alors, pour reprendre dans les considérations générales, je pense que chez nous, on arrive au bout des réformes. Quand elles ne sont pas plombées, je vais le dire pas par quoi, mais on y arrive, mais il faut du temps. Donc, je pense que nous sommes un pays qui s'est réformé, mais on ne bouge que quand on a atteint un premier mur. Donc, on fait un palier, un deuxième mur, on fait un palier. On a du mal à imposer une réforme sans avoir des contraintes, comment dirais-je, en gros, en d'autres termes. Si la RAM n'avait pas été en faillite en 2010, eh bien, on n'aurait pas eu de contrat programme, par exemple, et on n'aurait pas pu la sauver. Alors qu'en fait, on aurait pu penser dès 2004 qu'il fallait faire ce contrat programme avec la RAM, et je pense que les ministres l'avaient pensé, sauf que ça n'a pas été admis à l'époque par les finances. On a aussi une chose qui est intéressante dans ce gouvernement, c'est un ministère de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Quand il dit politique publique, dit réforme, je pense que s'il avait vraiment fait son job, je sais pas s'il a... Ce que j'allais dire, c'est que je suis pas informé, peut-être que j'ai négligé de regarder les résultats de ce ministère. Pour revenir sur les réformes qui échouent dans notre pays, c'est quand elles partent d'un postulat qui n'est pas bon. Si je prends par exemple la réforme du secteur énergétique, entre la situation que j'ai connue moi, où l'ONE était maître à la fois du renouvelable, de la privatisation de la production, et qui restait acheteur unique, n'est-ce pas? On avait au moins une entité responsable pour l'électricité,
n'est-ce pas, hein? Et par exemple, l'objectif de 52% de puissance installée en 2030, hein, si l'ONE était resté dans la configuration que moi j'ai connue, hein, où il n'y avait pas Mazen, où il n'y avait pas la NRE, où il n'y avait pas 25 mains sur le volant, Oui. eh bien l'ONE tout seul aurait réussi à le faire. On dit oui, mais est-ce qu'elle l'aurait fait de manière privée? Bien sûr, on a bien privatisé la production d'électricité produite par le parc Torres de Tétouan, où l'ONE a lancé le premier grand parc éolien d'Afrique et du monde arabe en privatisation. Donc on ne pouvait avoir en même temps la privatisation et l'ONE qui reste responsable. Et donc pour rester responsable, il lui fallait des moyens. Donc pour moi, la réforme du secteur énergétique, en particulier l'électricité, pour moi c'est un ratage au départ. De décider que le renouvelable doit être à part et le thermique ou le reste, d'avoir créé la NRE. Moi j'ai toujours dit, l'ONE est un office d'État, il représente les intérêts collectifs parce qu'il est un office d'État, il a aucune raison d'être conflicté, n'est-ce pas? Parce que il n'est pas conflicté, les intérêts c'est pas des intérêts privés qui sont à l'ONE, c'est des intérêts d'État, il peut parfaitement être la NRE. N'est-ce pas? C'est-à-dire que mais c'est une conception radicalement différente. Donc on est parti de quelque chose qui ressemblait à ce que voulaient les grandes agences de développement mondial, et la Banque mondiale aussi, n'est-ce pas, de choses de ce genre-là. Hein, on l'a séparé. Et aujourd'hui, on a un problème de responsabilité. Si on n'arrive pas aux 52% de production installée, c'est la faute à qui? Au privé qui investit pas, à l'ONE, à la NRE, au ministère de l'Énergie. Et vu comment c'est parti, c'est un objectif qui est tangible? Non, 52% de celui-là, il est atteignable. On est déjà très 5, mais c'est la puissance installée. J'essaie de comprendre ce que vous dites, parce que vous avez dit que, en réponse à la question pourquoi certaines réformes sont plombées, on n'avait pas besoin de faire cette gouvernance super compliquée pour arriver à un objectif que l'ONE aurait pu faire tout seul. Vous avez dit mot pour mot que généralement une réforme échoue parce qu'elle est plombée par un élément en particulier qui est le postulat de départ qui correspond pas à la réalité. Est-ce que sur ce cas de figure, celui de la transition énergétique, le postulat de départ n'était pas le bon? C'est ce que je dis. Je dis quand on a pensé qu'on allait mieux favoriser le développement d'énergie renouvelable, un marché de l'électricité plus fluide, des clients d'électricité plus contents, des tarifs mieux maîtrisés, en libéralisant, en privatisant, je pense que c'était pas obligatoire de le faire. On aurait pu arriver au même résultat en laissant l'ONE comme maître. Aujourd'hui, on voit encore l'ONE comme le maître de l'électricité au Maroc. C'est plus le cas. Et il y a beaucoup de mains sur le volant. Et franchement, il y a des problèmes d'identification de la responsabilité, n'est-ce pas? Et comme on a saucissonné, on a partagé la responsabilité entre plusieurs mains, on n'a plus ce tableau d'ensemble où tout le monde va du même côté et où les différents acteurs ont à la fois les responsabilités et les moyens de leur responsabilité. Ce qui était le cas du temps. Ça peut se régler peut-être en mettant en place une sorte de maître d'ouvrage. Alors c'est ça, c'est ce que j'entends encore maintenant. Maintenant, ce que j'entends, c'est qu'on va essayer d'unifier tout ça. Bon, 15 ans de perdu. Tout émietté pour le reconstruire, hein. Et je pense qu'en plus les responsables sont pas conscients que c'est ça qui fait les problèmes d'énergie électrique aujourd'hui. Je pense qu'ils en sont pas conscients parce qu'ils n'ont pas connu la période dont je parle, où l'ONE, hein, était en train on a lancé la première usine thermosolaire à Ain Matar, on a lancé le premier parc éolien, n'est-ce pas, hein? Comment dirais-je, on avait tous les moyens à la fois juridiques, légaux, techniques pour avoir un développement et le fait qu'on ait donné un objectif qui aurait pu être plus ambitieux que les 52% à l'ONE, fait que l'ONE avait les moyens plus faciles que la structure actuelle pour le faire. Bref, vous me parlez des réformes. Moi, je pense que pas mal de réformes dans notre pays sont celles qui échouent, c'est celles qui sont inutiles et qui partent d'un postulat très bien. Alors, vous avez dit cette phrase que je retiens, vous avez dit le Maroc s'est réformé, mais généralement il faut du temps pour que les réformes aboutissent. J'ai envie de vous dire oui et non, parce que je peux vous citer un tas de réformes qui ont été lancées il y a plusieurs années qui ne sont pas complètement abouties. La réforme de l'éducation, par exemple, dans ce pays. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question de temps. Pardon. Si on doit donner au ministère de l'Éducation nationale nouveau modèle de développement, n'est-ce pas, avec les ministres qui se sont succédés, n'est-ce pas, si on doit leur donner le même temps pour aboutir que le temps qu'il a fallu pour détruire,
on peut en reparler, on peut commencer à leur demander des comptes d'ici 20-25 ans. Je veux dire, il a fallu 25 ans pour détruire la machine. Vous ne pouvez pas reconstruire un système d'éducation, comment dirais-je, performant en quelques années. Hein, on a créé des acteurs, on a créé des situations, n'est-ce pas, qui sont. Et puis il faut faire très attention là aussi à la doctrine. Est-ce que l'avenir c'est une éducation nationale privée qui fonctionne bien et qui devient bon marché, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, ou bien on restitue à l'État sa responsabilité d'éducation? Il faut qu'on se pose une question sur la réponse est dans la question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, tiens, d'ailleurs, sur cette question? Aucune idée. Aucune idée. Pas d'avis sur le sujet. Je me rends compte qu'il y a une problématique. Je me rends compte qu'à une époque, bon, on voit les universités, celles qu'on construit maintenant sont toutes privées. Il n'y a plus d'universités publiques qui se construisent, à ma connaissance. Peut-être que je suis mal informé, mais c'est fini, hein, les grandes universités publiques qu'on faisait l'une après l'autre. On voit les grands hôpitaux, les grandes universités, de plus en plus, n'est-ce pas, sont confiés au privé. Donc c'est une façon de voir les choses. Si on veut que l'éducation soit privée avec une aide aux familles qui soient pas aisées pour atteindre pour pouvoir payer cette éducation privée, c'est une façon de travailler. L'autre, c'est celle que moi j'ai compris, c'est que l'éducation, quand même, on essaie de la renationaliser. Sauf qu'il y a un petit bémol, si vous permettez, c'est que pour l'éducation, pour revenir sur l'exemple de l'éducation, il n'a pas fallu 25 ans pour la détruire, il a fallu une décision ou deux, et puis 25 ans, on laisse faire cette décision. Alors que là, après le modèle développement, après le nouveau modèle développement, ça a été confié à Abdel Moussa, donc qui était l'un des initiateurs de ce modèle développement, et je crois que si après ça a commencé à capoter, c'est parce qu'il y a eu un arrêt de cette mise en place de la réforme en changeant de ministre. Il me semble que pour les autres, vous parlez d'électricité, vous parlez d'énergie, il y a une nouvelle logique qui se fait en dehors du gouvernement, c'est de laisser les responsables, vous êtes resté à la Royal Maroc pendant une dizaine d'années, c'est de laisser les responsables assez de temps qu'il faut pour mettre en place leur réforme. Vous pensez pas que c'est comme ça que ça se passe? Oui, mais ça, c'est la dialectique de la démocratie, hein. Il faut bien changer de gouvernement à chaque élection. Maintenant, vous datez le début de la reprise en main de Shakib Ben Moussa. Je pense que ça avait démarré avant même du temps de Simon Assad. Hein. Je pense qu'il y a une nouvelle façon, d'accepter. Comme la loi cadre. Voilà, il y a une nouvelle façon, et j'ai beaucoup de considération pour les différents ministres qui se sont succédés, parce que je pense qu'eux, ils sont tous, maintenant, ça fait quand même 10 ans, 15 ans, hein, et vous trouvez que les résultats sont pas encore, mais l'éducation, c'est au moins 15 ans entre le primaire et le bac, et peut-être que pour pouvoir apprécier une réforme dans l'éducation qui est une réforme de fond, difficile, longue, il faut peut-être être un peu indulgent sur les délais. Mais ce qui est sûr, c'est que on a compris que l'éducation c'était un facteur essentiel, n'est-ce pas, dans le développement, hein, et on a décidé de mettre les moyens. Les moyens ont été mis, hein, les budgets d'une manière générale, l'État marocain depuis 25 ans, n'est-ce pas, a des capacités stratégiques qu'il n'avait pas avant. Ça aussi, c'est important pour comprendre la réforme. Il y a des réformes. Quand vous dites capacités stratégiques, vous parlez des moyens, concrètement. Oui, exactement. Ouais. Moi, je me rappelle quand on a fait la grande mosquée Hassan II, c'était un projet national. Oui. On pouvait en faire un. On pouvait pas faire plusieurs de cette taille-là en même temps. Quand on voit les montants mis en œuvre par rapport aux montants qu'on met en œuvre sur chacun des projets que nous mettons en même temps, hein, le TGV vers Marrakech, les stades pour la Coupe du Monde et ainsi de suite, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'État a des capacités stratégiques. C'est pas une question simplement, attendez, c'est pas une question de budget. Quand je vois comment l'État requalifie aujourd'hui les centres urbains d'une manière décisive, et là j'étais Wadi, je peux vous le dire, n'est-ce pas, ouvrir l'avenue Royale, nettoyer la corniche, c'est l'État a aujourd'hui des capacités stratégiques. Il peut mener des stratégies de réforme. Pourquoi ça a changé selon vous? Parce qu'on a aujourd'hui effectivement il y a des moyens qu'on n'avait pas avant. Il y a les moyens qu'on n'avait pas. Il y a de nouvelles générations de dirigeants, de l'administration territoriale, par exemple. Hein. Il y a quand même des changements de génération. Mais j'ai de l'indulgence aussi, je veux dire, pour les gouvernements d'avant 2000, hein, avant que ça, comme j'ai dit, qu'on commence à acquérir des capacités stratégiques, parce qu'ils travaillaient dans des ambiances de moyens très limités. Maintenant, ce qui est inacceptable aujourd'hui, c'est qu'il y ait des moyens, et que le résultat soit aussi lent. Alors, je vais vous dire, moi, j'ai fait un accident de la route du côté de Chmaïa, sur la route Marrakech-Safi. Il n'y avait même pas de mercurochrome dans le dispensaire étatique. Et je pense pas que ce soit dû à la malversation ou des choses. C'était quand? C'était en 87, 86, n'est-ce pas? Aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de mercurochrome dans un dispensaire, c'est inacceptable. Parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens, n'est-ce pas? Hein? Mais à l'époque,
c'était l'état des capacités stratégiques de l'État marocain. On n'avait pas les moyens de faire face à tous les besoins. Je me permets de rebondir sur cet élément précis. Il y a quelques semaines de cela, à votre place était assis Karim Tazi. Et on était en train d'avoir ce genre de discussion. Il y a beaucoup de Karim Tazi. C'est le Karim Tazi, effectivement. Il y en a beaucoup. C'est le Karim Tazi, membre de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement et accessoirement patron de Richemont. Et on est en train de parler justement de ces questions de réforme à l'échelle d'un État et des moyens mis en place. Il a prononcé cette phrase. J'aimerais vous faire réagir à cette phrase. Il a dit aujourd'hui, l'État marocain ne se sent pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. C'est-à-dire que les moyens sont mis à la disposition à chaque fois qu'il y a un problème à résoudre ou une difficulté à surmonter, mais les résultats ne suivent pas forcément. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Moi, je vois les Wali, comment, des grandes villes, comment ils prennent en charge la requalification urbaine. Croyez-moi, ils se contentent pas de mettre les moyens, hein. Ils sont très axés sur les résultats. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils en ont les moyens. Mais ça suffirait pas. Il faut aussi un état d'esprit. On parlait tout à l'heure de l'état d'esprit de l'équipe nationale. Il faut un état d'esprit qui s'inspire de ces choses-là en disant, on ne peut pas avoir une capitale comme Casablanca ou comme Rabat, hein, dans la situation qu'on a connue il y a 30 ans. Alors qu'aujourd'hui, il y a des moyens, enfin, les recettes fiscales atteignent des records, hein, d'après ce qu'on lit. Considérons que le ministère de l'Intérieur est l'exception qui confirme la règle, justement, avec une cohérence, avec une continuité dans la pratique politique. Mais peut-être que ce qu'a dit c'est peut-être une inspiration, comme l'équipe nationale. Donc, pour Karim Tazi, comme inspiration pour l'autre pays, le ministère de l'Intérieur. Vrai pour les autres ministères. Pour les autres ministères, pour les autres politiques. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, à l'exception du ministère de l'Intérieur. Peut-être que ce qu'a dit Karim Tazi, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, c'est bien d'avoir des modèles, mais je vois d'éducation, n'est-ce pas? Je sais, hein, des ministres qu'on a cités, et avec ceux qui leur ont succédé, il y a vraiment une prise en charge, une volonté, et un acharnement, si je puis dire, hein, n'est-ce pas? Ah, mais j'en doute pas. Pour faire aboutir le problème, c'est que les résultats ne suivent pas souvent. Les résultats ne peuvent pas suivre à la vitesse de la lumière dans un secteur comme celui-là, n'est-ce pas? Et là, en qualification urbaine dans notre pays, ça a démarré il y a 10, 15 ans, hein, et c'est en train de se voir. Et sur Casablanca, qui a été la dernière ville qu'on a attaquée, hein, ça, c'est spectaculaire, mais c'est loin d'être terminé, n'est-ce pas? Hein? Alors, au cours de votre parcours, je le rappelle pour la énième fois, vous avez été ministre ou dirigeant d'entreprises et de grandes entreprises publiques. Est-ce que ces expériences vous ont appris peut-être que les difficultés viennent davantage des choix stratégiques que de leur mise en œuvre? Ou l'inverse? Est-ce que le problème, c'est de définir les choix prépondérants, stratégiques, les priorités? Ou est-ce que le problème, c'est d'exécuter les choix qui ont été... Vous voyez, moi j'ai été éduqué par l'OCP, et l'OCP de Karim Amrani. J'ai travaillé 12 ans, j'ai fini directeur du centre de Khoulibga, j'ai jamais vu un consultant. Donc on s'est fabriqué nous-mêmes nos doctrines, on s'est fabriqué nous-mêmes et ça a des lois, puisque on envoyait des ingénieurs dans les congrès mondiaux et ainsi de suite. Ce qui me fait peur dans les stratégies, c'est celles qui sont inspirées. Et c'est vrai, par exemple, ce qu'on a appelé le consensus de Washington à une époque, n'est-ce pas, les théories reaganistes sur la libéralisation, qu'on a adopté sous la pression des agences internationales de développement, et puis du FMI, de la Banque mondiale. Et même, pas simplement ça, c'est pas uniquement qu'ils nous les a imposés, c'est que on a, le grand tournant, c'est le gouvernement d'alternance. Alors voilà, un gouvernement où les ministres sont socialistes, n'est-ce pas? Et il n'y a jamais eu de gouvernement plus, comment dirais-je, prône à adopter la libéralisation sans limite, à commencer à critiquer l'établissement public. L'établissement public, il n'y a aucune raison qu'on soit tous d'accord pour dire que l'ONCF s'en sort très très bien, n'est-ce pas? Et en même temps, on commence à en critiquer d'autres qui sont dans les mêmes situations. Hein? J'ai peur des stratégies qui nous sont inspirées. D'accord. Et je constate que quand les stratégies sont pas inspirées, mais qu'elles viennent de la propre gouvernance de notre pays, sans la citer, on a des choses à la fois plus inspirantes, plus fortes et à mon avis plus faciles, ou pas même plus faciles, plus adaptées. Hein? La généralisation de la couverture sociale et médicale dans ce pays, c'est une volonté forte, n'est-ce pas, plus haut niveau, qui est en train de s'incarner et qui est une grande réussite et qui va avoir, et qui n'est pas des charges en plus,
mais c'est un investissement. Et c'est cette politique qui va nous permettre d'avoir un facteur humain de meilleure qualité, de plus en plus de meilleure qualité. Encore faut-il bien l'exécuter et la mener à bout en y incluant l'hôpital public. Et on avez revient à la raison. question de l'exécution et de la mise en œuvre. Vous avez raison, mais en tout cas, voilà, la proposition sur le Maroc Atlantique et la proposition d'avoir un arc atlantique entre nous et les pays subsahariens concernés, n'est-ce pas? C'est une idée qui n'est pas inspirée par c'est pas McKinsey qui nous dit de faire, n'est-ce pas? Hein? Ça vient des racines propres et de la fabrication des initiatives. Une réflexion en interne. Autrement dit, vous dites qu'on a un peu trop de cabinet conseil pour des conseils. Je vous donne autre chose. Et je fais amende honorable. Moi, j'ai accompagné Feu Sa Majesté Hassan II dans une visite aux États-Unis dans les années 90. J'étais très surpris que dans chaque étape, ils reçoivent la communauté marocaine résidente. Et je me disais, mais est-ce que ça va nous servir à quelque chose? Ces gens-là sont partis et ils deviennent américains, comme ils deviennent français ou hollandais. Ça va être des patriotes américains, hollandais et français. Dans une génération, on les a perdus. J'en étais convaincu. Et je me disais, peut-être qu'on est en train d'investir des efforts sur un axe qui est pas porteur, qui historiquement n'est pas porteur. Et je suis obligé de constater qu'on a été le premier pays au monde, n'est-ce pas, à s'intéresser aussi fort à notre communauté à l'étranger, qui nous le rend au centuple. L'Open Sky a beaucoup joué aussi, hein, parce que l'ouvrier marocain en Europe, il peut revenir plusieurs fois par an au Maroc. En Europe, pas dans les autres pays. En Amérique du Nord. C'est normal. Il y a 8 heures de vol. On peut pas avoir un prix. C'est une question de prix aussi. On peut pas être à 1000 dirhams le passager. Donc, il faut regarder l'Europe, c'est quelques heures de vol. C'est fait avec des moyens courriers. C'est bon marché. On peut avoir des prix. Et puis, on a ouvert au low cost. Et même si on ouvre avec les low cost, d'ailleurs, on a essayé avec Air Canada, n'est-ce pas, de le faire. Ça, c'est pas un énorme succès parce que c'est pas énormément moins cher que voler à Maroc. Bref. Pour revenir à ce que je disais, voilà une politique, une stratégie qui a été mise en œuvre au plus haut sommet de l'État, qui n'a pas été demandée par les partis politiques, qui n'a pas été demandée par la société, qui n'a pas été demandée même par les gens les plus concernés, qui a été mise en œuvre avec des fondations, avec des conseils, et aujourd'hui, l'équipe nationale en a encore une preuve. Nous avons un lien entre la communauté marocaine à l'étranger. C'est un lien indéfectible. C'est pas venu par hasard. C'est une politique d'État. C'est une politique de souveraineté. Et beaucoup de gens essayent maintenant de nous copier. On a pris de l'avance. Donc, quand vous parlez des réformes, moi, je mets ça dans les réformes, dans les stratégies. Hein. Et je suis toujours, d'abord, je considère une chose, c'est que chez nous, le vecteur numéro 1 de la modernité, depuis très longtemps, n'est-ce pas, c'est la monarchie. N'est-ce pas? Ça a été le cas sur tout ce qui était liberté publique, code de la famille et tout, où nous avons en avant-garde, nous avons toujours le souverain. Mais le vecteur de la modernité de notre pays, le vecteur de l'initiative stratégique, n'est-ce pas? Et c'est pas parce que les autres n'ont pas le droit de demander de faire des initiatives stratégiques, c'est qu'ils le font pas. Et même, je vous dis, je prends l'élite socialiste de notre pays qui est arrivée au pouvoir en 98, hein, elle a changé son fusil d'épaule. Elle a changé et moi qui suis un ingénieur de l'État, donc très sensible à la socialisation, à la collectivisation de la décision publique, n'est-ce pas? Il faut pas laisser au marché toutes les décisions, parce que le marché ne protège pas les couches les plus défavorisées, et le marché, il n'est pas patriote. Le marché n'est pas patriote. Hein. Il cherche son gain. Il cherche son gain. Le passage en arrière qu'a constitué le gouvernement d'alternance, et je l'ai ressenti très profondément. Et on parlait avec Aziz Bousta, pourquoi je suis rentré à l'Istiqlal, parce que je pense qu'à l'Istiqlal, il y a plus de références ou de considérations par rapport aux intérêts nationaux profonds et aux intérêts populaires profonds que pour une élite bien pensante, mais sensible au vent de l'étranger. Alors je vais laisser le champ à Aziz Bousta pour vous poser toutes les questions politiques, notamment sur l'Istiqlal, mais juste avant, je reviens, moi j'ai des obsessions parfois, je reviens à cette question de résultats et de moyens. Vous qui avez dirigé deux grandes entreprises publiques, vous qui avez été ministre, vous qui avez été wali, ma question est la suivante. Comment, parce que c'est ce qui pêche parfois dans certaines administrations et certaines entreprises, c'est cette culture du résultat. Comment on arrive à inculquer cette culture du résultat au sein d'une administration publique, d'une grande entreprise publique, pour que les résultats suivent les moyens mis en place par l'État dans différents secteurs? Je pense qu'il faut d'abord mettre en confiance les responsables.
parce que beaucoup de capacité d'initiative est anesthésiée par le sens des responsabilités. En d'autres termes, si je fais quelque chose de nouveau et que ça marche pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je me contente de gérer et d'attendre les instructions, peut-être que je serai plus confortable. Je pense que ce sens des responsabilités dont vous parlez vis-à-vis du résultat, il faut qu'il y ait une compréhension de ce que c'est que la responsabilité par rapport à la responsabilité impose pas de l'indulgence, si je puis dire, mais il faut accepter le droit à l'erreur, n'est-ce pas? La magnanimité et la solidarité. Je mets quelqu'un dans une responsabilité, je lui donne une mission, il n'arrive pas à grimper dans la colline, je peux pas abattre, je dois comprendre que il a pris des initiatives, il est allé de l'avant, n'est-ce pas? Et je pense que faut trouver aussi un juste milieu entre peut-être un peu de sévérité quand on a échoué, parce que ça peut être bénéfique aussi, hein, et ne pas être trop sévère justement avec celles et ceux qui entreprennent et qui essaient de sortir de leur zone de confort pour atteindre les résultats. Il y a une prise de risque dans comment dirais-je, dans l'initiative pour atteindre des résultats. Il y a deux façons de donner des résultats, c'est appliquer la réglementation, et l'autre, c'est de prendre des prises de risque. Il faut que le coût de la prise de risque soit assumé par le responsable. Le Royal Maroc a été la seule compagnie aérienne au monde qui non seulement n'a pas arrêté un seul vol pendant la crise de l'Ebola, mais au contraire en a augmenté. Imaginez-vous ce qui serait arrivé si on avait eu un malade de l'Ebola s'installer dans une de nos villes. On avait 85 personnes qui rentraient au Maroc tous les jours en venant des pays à Ebola. 85. Grâce au soutien des autorités, grâce au soutien de la gendarmerie royale en particulier, n'est-ce pas, le suivi que nous avons fait sur ces gens-là, individuellement, avec quelqu'un qui vient leur parler tous les jours pour leur dire est-ce qu'ils se sentent malades ou pas, n'est-ce pas, on a évité ça. C'est-à-dire qu'on a eu 1 millier de gens susceptibles d'être en incubation, en même temps, pendant plus de 6 mois. Mais la responsabilité, elle est claire. Si on avait eu c'est celui qui a, c'est sûr que la prise de responsabilité, elle est énorme dans ce cas-là. Et vous le savez. Vous savez, il y a comment dirais-je, quelques semaines avant que la crise de l'Ebola n'apparaisse, Sa Majesté était en Guinée. Et les gens de l'Arabe ont pu voir avec quelle ferveur il était accueilli. 3 semaines après, l'Ebola arrive. Toutes les compagnies quittent la Guinée. Sauf la Royale. À cause de l'accueil qui avait été très présent dans nos esprits. N'est-ce pas? Ces gens-là ont fait un accueil extraordinaire à notre roi. On ne les laisse pas tomber. Et après, on prend des risques calculés. Il ne s'est rien passé. N'est-ce pas? Parce que on avait pris. Mais ça rejoint, je dis, la responsabilité vis-à-vis de l'obligation d'exécuter, ça dépend de la prise de risque et du calcul de risque que vous êtes prêt à accepter. Parlons politique. CSA, Aziz Bousta. Je commence par une anecdote personnelle, c'est Mihina. Alors, nous sommes en 1997, vous êtes patron de l'ONE, et pas l'ONE, il n'y avait pas l'ONE à l'époque, vous êtes patron de l'ONE. J'étais élu à Marrakech, Guéliz, et il y avait la zone de Sidi Ghanem, qui était la zone industrielle, qui était le quartier industriel, où l'ONE avait coupé l'alimentation électrique pour cause de paiement. Nous étions tous des Istiklaliens à l'époque. Nous avions appelé... pas vous, justement, j'y arrive. Vous avez Youssef Tahiri, qui était ministre de l'énergie et des mines. On avait envoyé un papier, rétablissement, alors on reçoit le papier, OK pour rétablissement du courant. Très bien. Il envoie à Driss Bsri, Tawallah Yahmou. Driss Bsri voit ça, il écrit OK pour rétablissement du courant. OK, ça arrive à Driss Benima, directeur général de l'ONE. Et on reçoit le papier. On a fait une réunion autour de ce papier d'ailleurs. OK pour rétablissement du courant, virgule, après règlement. D'accord? Donc, le Sftahiri, le Desbsri, on s'en moquait, il fallait régler. Il était dans son rôle, oui. Il était dans son rôle. Faut payer. Alors, quand on parle maintenant du gouvernement, quand on parle de l'Istiqlal, quand on parle de ces élections à venir, est-ce que vous ne pensez pas que l'Istiqlal, malgré sa réflexion d'essence interne, comme vous l'avez si joliment dit, c'est-à-dire sans conseil, sans apport étranger, est-ce que vous ne pensez pas qu'il fait un peu de réel politique ou d'accommodation aujourd'hui, avec
une certaine absence, une certaine atténuation de ce pouvoir de dire non, quand il faut dire non. Est-ce que ça manque de courage? Et pour venir sur ce que vous disiez, et moi j'étais très soutenu par le ministre de l'Énergie et des Mines avant Youssef Tahiri, qui était Sertif Gharaoui, n'est-ce pas? Oui. Et quand on a lancé les politiques de récupération, quand je suis arrivé à l'ONE, il y avait 6 mois de chiffre d'affaires chez les clients qui payaient pas. 6 mois. En quelques mois, quand même, j'ai ramené ça. industriel. En quelques mois, j'ai ramené ça à 2 mois. Je me rappelle qu'au pic, nous avions 480 communes sur 1600, 1500 coupées. Alors, pas toute la commune, uniquement le siège, parce qu'on peut pas couper l'éclairage public, n'est-ce pas? Et on a appris aux gens à payer leur électricité. Et quand on dit après règlement, on a toujours dit, aucun problème, il y a 3 conditions. On fait un audit de votre consommation, parce que peut-être que vous en consommez trop et que on peut vous aider à en consommer moins. Deuxièmement, vous reconnaissez la dette, parce que souvent les villes disaient, moi je paye pas parce que j'accepte pas les factures qu'on m'a envoyées. Donc ça, il faut les reconnaître. Et troisièmement, on fait un échelonnement. Et puis j'ai oublié. Quatrièmement, c'est nous qui vous faisons les prévisions de budget électrique l'année prochaine. Donc quand les communes disaient, d'accord, tu fais un audit, tu écris ce que je dois marquer dans le budget, parce que souvent elles écrivaient 3 mois de budget, et puis au bout du mois d'avril, il n'y a plus d'argent pour payer l'électricité, on n'a pas dans le budget. Donc nous on a imposé ça, et comme je le disais, reconnaissance des dettes et échéancier. On l'a toujours fait, mais je sais pas qui était le client dans ce cas-là, je me rappelle plus qui était le client. C'était la commune de Navaguelis. Oui, mais ça c'est pas... Et en fin de compte, on a fait autre chose de quelques mois après. Oh, on a signé un accord de frontière avec la direction des régies, et on leur a donné tout le quartier de Sidi Iranem. Alors on revient... Non, mais c'est intéressant parce que il y a une légende qui circule dans notre pays, comme quoi la Radema était la meilleure des régies, la mieux gérée. La Radema, c'est la régie de Marrakech. C'est possible qu'elle ait été mieux gérée que les autres, mais son succès, c'est les zones que l'ONE lui a rétrocédées. Le développement de Sidi Iranem, ça a fait la fortune de la Radema pendant de nombreuses années. Alors, on revient sur le courage politique, le pouvoir. Comment? C'est grâce à vous, ce que vous dites. Le pouvoir de dire non, c'est grâce aux gens qui ont développé Sidi Iranem. L'argent dépensé à l'ONE. Parce qu'il n'a pas répondu sur le... Alors voilà, on attend la réponse sur l'Istiqlal. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème de ce gouvernement actuel ou des gouvernements à venir, c'est aussi cette capacité à dire non, cette capacité de pouvoir imposer des vues, quitte à partir s'il faut partir. Je reproche au gouvernement actuel, aux 3 partis actuels et essentiellement à l'Istiqlal, que je connais un peu mieux, de pas dire non quand il le faut. Ne me demandez pas d'exemple parce que je peux vous en donner beaucoup. Non, moi je cherche pas d'exemple. Je veux dire, vous pouvez imposer vos vues pas quand vous dites non, mais quand vous proposez. Alors, regardons les ministères. Les deux vont ensemble. Regardons quels sont les ministères qui ont vraiment une vision, une stratégie, un programme de la force de celui de l'Open Sky, par exemple, ou de la réforme d'éducation, qui sont des projets à forte volonté réformatrice. L'Open Sky en son temps et la réforme d'éducation aujourd'hui. Et puis regardons, c'est pas que les ministres doivent dire non, c'est que les ministres ils doivent d'abord dire voilà comment je vois les choses, et faire des propositions de réforme ou d'évolution qui soient et ça peut-être que ça c'est peut-être ça qui manque avant tout. Moi avant d'être ministre, j'étais patron, et avant même d'être patron d'établissement public, j'étais cadre d'établissement public. J'avais l'impression que les ministres n'avaient aucun pouvoir et que c'est nous l'établissement public. Est-ce que c'était une impression? Je suis devenu ministre et je me suis rendu compte que les ministres fabriquaient leur périmètre de décision. Et il y a suffisamment... Ça dépend de la personne de chaque ministre, alors. Probablement. Mais aujourd'hui, je pense que le poste de ministre, c'est le poste le plus noble de tout le secteur public, parce que la responsabilité est là et les moyens de la responsabilité sont là. Donc, j'accepte pas, comment dirais-je, et à la limite, dire non oui. Moi, je dis toujours aux jeunes ministres qui me demandent des conseils, je leur dis... Qui vous demande conseil? Ça arrive. Bon. Quel jeune ministre? Ça m'intéresse, moi. Il y en a qui ne sont plus ni jeunes ni ministres, mais je leur ai dit, on ne regrette jamais, comment dirais-je, on regrette moins ces mauvaises décisions que les décisions qu'on n'a pas prises. Donc il vaut mieux, et voilà. Donc il vaut mieux se laisser aller. Et de toute façon, je leur dis toujours, qu'est-ce qu'on peut vous faire au pire? Vous mettre à la porte. De toute façon, ça va vous arriver. Alors autant partir
en disant j'ai fait ce que j'ai pu et je l'ai bien fait. Et c'est ce que j'ai fait quand j'étais wali, j'essaie de vraiment faire ce que j'ai pu. Et je suis parti et je regrette pas ce que je regrette pas ce que j'ai fait, je regrette ce que j'ai pas fait. Et en particulier, je me suis pas assez intéressé à l'immigration rurale à Casablanca. Je regrette encore aujourd'hui de pas avoir fomenté un service qui s'occupe de la mobilité humaine. Et on a entre 60 000 dans les bonnes années et 100 000 d'émigration rurale sur Casablanca. Personne ne sait réellement d'où ils viennent, personne ne sait où ils vont, personne ne sait de quoi ils vivent, personne ne sait de comment ils s'intègrent et qu'est-ce que ça leur coûte. On a aucune Alors, vision. ça amène à l'autre question. Parmi les choses que vous avez faites. Donc, ce que je veux dire, ça, c'est quelque chose que je regrette. Donc, je regrette plus ce que j'ai pas fait que ce que j'ai fait. Juste, si je peux me permettre rapidement, par rapport à l'Istiqlal, j'aimerais savoir aujourd'hui quel est vos liens et votre engagement partisan, si vous en avez un, avec l'Istiqlal, et qu'est-ce que vous pensez du parti aujourd'hui? Donc, moi, je dis, d'abord, il y a un aspect sociologique. Les gens que j'apprécie, mes amis au sein de l'Istiqlal, ils ressemblent à ce que je suis, à la famille dans laquelle j'appartiens et tout, n'est-ce pas? La famille urbaine, n'est-ce pas, proche de l'Istiqlal tout autant de la, il y a que mon père qui n'était pas istiqlalien parce que il m'en fait voir toutes les couleurs. Mais mes oncles, par exemple. Donc il y a déjà une proximité sociologique. Oui. Et puis j'y ai beaucoup d'amis, n'est-ce pas, qui me ressemblent, comme j'ai dit. Donc ça, il faut choisir un parti. En fait, sortant du service public, n'étant plus tenu à une indépendance partisane et voulant être un citoyen complet, il faut faire un choix. Il faut faire un choix de parti politique. Et deuxièmement, les racines, l'ADN de l'Istiqlal, n'est-ce pas, elle est très rassurante. Mais ça, on le sait, vous êtes un Istiqlalien. Ma question, c'était, est-ce que vous avez aujourd'hui un engagement spécifique partisan, une mission précise? Non, d'abord, je suis très occupé dans mon cabinet de conseil, n'est-ce pas? Et je participe quand on m'invite et que de loin. Oui, un peu de loin. Mais ça n'enlève rien. Alors, continuons sur votre capacité. Justement sur votre réflexion à mon identité. Sur l'Istiqlal. J'en doute pas. Donc vous êtes membre de l'Istiqlal. J'ai certaines sympathies pour l'Istiqlal. Il faut pas le cacher. L'Istiqlal, comme je le dis très souvent, est un vieux parti, l'un des plus vieux partis au monde. Un parti à 80 ans, il y en a pas beaucoup. Vous ne perdez pas de temps, j'ai fait la recherche. C'est la vérité. Mais ça pose un problème. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait un décalage entre ce parti, donc qui est très ancien et qui est un peu dont la pensée est un peu, je dirais pas nécrosée, mais je dirais figée un peu sur le passé, avec une jeunesse, si on parlait de l'équipe nationale, et de tous les exemples, de toutes les qualités dont ont fait preuve les jeunes de l'équipe nationale, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un décalage entre les attentes d'une société jeune qui piaffe d'impatience et un parti qui reste ancré sur ses habitudes assez anciennes de compromis, de composition parfois? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un décalage là-dessus? Alors, d'abord, dans l'image que vous donnez, moi je rappelle l'Alliance des économistes istiqlaliens, il y a d'autres alliances, celle que je connais le mieux, c'est l'Alliance des économistes istiqlaliens. Ils sont une force de proposition et une force d'analyse et d'étude qui est très forte et que pas beaucoup de partis peuvent mobiliser aussi vite. Hein. Et moi-même, lors des dernières élections, j'ai participé au programme du parti pour les régions du Nord, n'est-ce pas? Je constate qu'il y a... c'est pas eux qui incarnent le parti peut-être totalement aujourd'hui, mais vous avez encore une masse de cadres et de jeunes gens compétents, et il y en a qui viennent de plus en plus, n'est-ce pas, hein? C'est donc l'Istiqlal reste attractif, hein, et il a les structures capables de réunir autour de lui des compétences, n'est-ce pas? Et c'est une réalité. Et ces compétences, il les mobilise. Et chaque année, l'AEI fait son commentaire sur le projet de loi de finances. L'AEI fait des propositions. Donc, on a quand même un parti qui a un think tank, n'est-ce pas? Et bon, est-ce qu'on retrouve les idées du think tank? Est-ce qu'elle se fait? Après, il y a des équilibres politiques peut-être au sommet, au niveau des différentes instances de direction que je connais pas, hein, mais comme je l'ai dit, vous avez raison de le dire, c'est un vieux parti, c'est un vrai parti, avec ses organisations de masse, hein, son syndicat, les organisations de masse sur les femmes, sur les jeunes, hein, sur les différentes groupes professionnels, hein, il est présent dans le paysage, et généralement, ces institutions liées au parti sont de très bonne qualité.
Est-ce qu'à la fin tout ça, ça fait une direction? Après, il y a les contraintes du partage, enfin de l'adhésion à un gouvernement, et ainsi de suite. Mais les ministres, de manière générale, la plupart ont un cursus, un passé. Hein, je parle encore d'Adil Louiri et de Karim Rendab, qui est tout à fait convenable. Mais vous citez tout le temps, enfin j'ai remarqué, vous citez souvent les mêmes noms, ceux du passé. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur l'Istiqlal et sa capacité à, pour le dire clairement, remporter les prochaines élections et de manière plus globale? Que pensez-vous du débat public, politique et public actuellement? Le problème est peut-être là, parce que je suis préoccupé par le taux d'abstention qu'on risque d'avoir. Parce que dans le langage des partis, il n'y a pas assez de discours politique. Je veux dire, on va pas élire un parti sur GMT ou GMT+1 quand même. N'est-ce pas? C'est une question qui intéresse. Mais est-ce que c'est ça qui doit faire la différence entre ceci et cela? Donc, moi je vois un parti qui s'enorgueillit d'avoir soulevé le problème. On va pas lui donner le gouvernement pour ça quand même. Je veux dire, et les vrais débats qui concernent la population sont pas là. Donc la population n'est pas convaincue aujourd'hui. Je pense qu'elle n'est pas assez convaincue que les élections peuvent changer quelque chose. Et c'est ce qui fait l'abstention. Plus un aspect qui est très pervers, c'est de dire je vote pas parce que je pense que votre jeu ne vous fait pas confiance, ou ne sert à rien, ou ne fait pas confiance. Ça c'est encore plus grave. Il y a ceux qui votent pas parce qu'ils savent pas comment choisir entre les uns et les autres. On n'a pas de, comme je l'ai dit, la question sur la libéralisation à outrance de l'éducation ou son retour à l'État, il y a personne qui le pose de manière, et c'est quelque chose qu'il faut dire aux gens, si ce parti passe, on va taper sur l'enseignement privé pour le ramener, l'obliger à avoir des prix convenables ou proposer des aides directes de l'État, n'est-ce pas? Peut-être des réductions d'impôts et tout, à ceux qui ont des enfants dans l'éducation privée. C'est ce genre de choses qui est importante pour les gens. C'est ça, une grande question. Ça me ramène à la question du débat politique. Est-ce que vous diriez que le niveau a baissé au risque de passer pour un réactionnaire? Le niveau a baissé, je sais pas s'il a jamais été très élevé. Il a été très élevé. Il a été très élevé dans les années 70, 80, au niveau politique. Je ne pas, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut élargir il faut rentrer dans le débat dans les questions qui fâchent, et qui sont, par exemple, sur les libertés individuelles. Il n'y a aucun parti qui en fait son cheval de bataille. Quelques partis de la gauche, ouais. Oui. Tout le monde est convaincu que la société est tellement conservatrice qu'il faut pas aller sur ce terrain. Alors, qui fera changer qui fera changer la société, la fera évoluer à partir de son conservatisme si c'est pas les forces politiques qui prennent le risque de l'impopularité passagère, pour faire avancer le débat dans ce pays. Il me semble que le problème, si Benihima se situerait ailleurs, pour les libertés individuelles, effectivement, ça peut poser un problème, mais encore une fois, étant une société conservatrice, les choses étant ce qu'elles sont, les Marocains font ce qu'ils font d'une manière générale, et puis c'est comme ça, on avance. Par contre, ou en revanche, il est beaucoup plus important de sortir les sujets, de partir sur les sujets qui fâchent. Vous les avez un peu évités, sur les questions du coût de la vie, sur les questions des compromissions éventuelles, sur les questions, je parle toujours de l'Istiqlal, sur les questions de l'éthique en politique qui a été un peu occultée aussi par ce parti de l'Istiqlal, et c'est sur ça qu'on peut attirer les gens. Une phrase, un parti politique attire la population quand il fait de la politique, pas de la technocratie, et je pense que c'est là le problème. Ouais. Moi, je vois pas, je sais pas ce que ça veut dire, la technocratie. La technocratie, moi, c'est des outils. On va pas faire une politique sur les outils. Non, on va pas faire une politique sur les outils. Il faut faire une politique sur les grandes idées. Mais, comme je dis, le rôle de l'État dans l'éducation, c'est quelque chose qui est important et il faut, je prends une dernière que je connais, le Royal Maroc, dont les salaires les plus bas sont quand même assez élevés. Pas un enfant à l'école publique. Donc des gens qui se sacrifient avec un salaire moyen ou médiocre pour mettre leurs enfants dans l'école privée, ça interpelle, n'est-ce pas? Donc il faut que l'école publique soit suffisamment remontée de niveau, n'est-ce pas? Et que c'est des sujets qui sont pas abordés parce que tous ces sujets affrontent des lobbies ou des groupes sociaux et tout, et que aucun parti n'est, enfin on est dans l'aseptisé total, quoi.
La capacité de dire non. Cet entretien est diffusé avant le prochain match du Maroc face au Canada. Un petit pronostic? Je pense que je vais surprendre personne quand je dis que le Maroc devrait gagner le Canada. Ça c'est sûr, mais est-ce que ça sera aussi compliqué que face aux Pays-Bas? Ça risque d'être compliqué si on manque de modestie. Mais je pense que l'entraîneur que nous avons maintenant, c'est quelqu'un qui est à la fois lucide et modeste. Et il saura inculquer le respect de l'adversaire. C'est ce qu'on espère. Normalement, on devrait battre le Canada, c'est ce que tout le monde pense. Pas tout le monde et puis après, on affrontera la France. On verra bien. Vous dites que ça on verra bien. Merci beaucoup, Driss Benima. C'était un plaisir de vous accueillir et d'échanger avec vous. Merci, Aziz. On reste ensemble pour la suite de cette émission. Le 12-13 revient juste après ceci. À tout de suite.